Les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC traînent un déficit alimentaire structurel d'environ 2000 milliards de francs CFA par an. Un diagnostic qui renseigne sur les opportunités qu'offre le marché de l'Afrique centrale aux investisseurs locaux, mais pourtant sous-exploités. En effet, les échanges intercommunautaires ont constamment baissé ces 25 dernières années dans les pays membres de la zone CEMAC, passant de 12% en 1995 à 7% en 2000 et sensiblement à moins de 2% avant de se stabiliser autour de 3% à nos jours. Ces contre-performances ont été enregistrées en dépit des décisions et des tests politiques établis pour assurer l'accroissement des échanges dans la CEMAC. Afin de renverser cette tendance, de booster la production et les échanges commerciaux entre les 6 pays de la CEMAC, le comité régional d'origine s'est récemment réuni à Douala, au Cameroun, en vue d'attribuer des agréments aux tarifs préférentiels généralisés pour les produits industriels originaires des pays de la CEMAC. Une mesure essentielle autour de laquelle s'installe ce nouveau plateau d'espace éco. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur SICA. La discussion juste après ceci. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Stéphane Tora. Bonjour. Analyste financier, vous êtes également spécialiste en finance et contrôle de gestion. Merci d'avoir accepté l'invitation. Également présent sur ce plateau, Casimir Pédio, bonjour. Bonjour Emmanuel Crapi. Journaliste, vous êtes le directeur de publication du journal d'information et d'analyse économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou, au Bénin. Bienvenue. Porter le niveau du commerce intra-État de 3,5% actuellement à 10% en 2021, c'est le défi que veut désormais relever la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Dans cette optique, le comité régional de l'origine s'est récemment réuni à Douala. Voici le reportage. La zone CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, entend franchir un nouveau cap dans le commerce entre ses 6 États membres en faisant la promotion du commerce des produits industriels fabriqués localement. La sous-région ambitionne de porter le niveau du commerce intra-État de 3,5% actuellement à 10% en 2021. Afin de relever ce défi, le comité régional d'origine de la CEMAC s'est réuni la semaine dernière à Douala au Cameroun en vue de l'obtention des agréments aux tarifs préférentiels généralisés pour les produits industriels originaires des pays de la zone. Pendant 4 jours, il a étudié 285 produits industriels d'origine CEMAC à exempter des droits de douane dans la sous-région. Ces produits s'ajouteront à 322 autres produits déjà sélectionnés depuis 2009. Le but est d'atteindre 1000 produits fin 2020 pour constituer un échantillon de poids pour les échanges dans la sous-région. Pour la CEMAC, il faut désormais changer de paradigme, inciter les opérateurs économiques, avec l'appui du système bancaire de la sous-région, à investir dans l'espace communautaire grâce aux opportunités et matières premières qu'offrent ces 6 pays. Nous avions un gros problème en Afrique centrale, c'est le déficit intracommunautaire. Les échanges en Afrique centrale sont de 3,5%, ce qui n'est rien. Or, les chefs d'État ont mis des process en route pour qu'on puisse dynamiser le commerce interafricain. Donc le comité régional d'origine va agréer les entreprises qui sont appelées à exercer dans l'espace régional et bénéficier des tarifs préférentiels. Pour nous, c'est une avancée considérable parce que maintenant les producteurs, les industriels qui sont en Afrique centrale peuvent bénéficier d'un marché qui fait plus de 50 millions d'habitants et peut-être plus tard aller dans la configuration CEMAC-CEAC à 180 millions d'habitants et pourquoi pas, comme on est dans le cas des ELECAF, aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une avancée considérable. D'abord, ça permet de régler nos problèmes de balance des paiements. Nos pays ont des balances de paiement déficitaires parce qu'on ne vend pas souvent entre nous. Deuxième problème, une économie considérable des devises. Et je crois que ça permet aussi de booster l'industrie locale. Donc, même créer des emplois, puisque les industriels ayant un marché vont créer des emplois pour nos pays. Donc, aujourd'hui, c'est une étape considérable. L'appel est donc lancé aux opérateurs économiques
qui ne doivent plus se contenter des petits marchés locaux, mais du vaste marché régional qui regroupe 54 millions de consommateurs. Alors, la délivrance d'agréments à des produits qui pourront désormais librement circuler dans l'espace CEMAC sans payer des droits de douane constitue une stratégie essentielle dans le renforcement du commerce intra-communautaire. Casimir Pédior, on vient de le suivre. Bien sûr, et je crois que c'est un bon début, même s'il reste encore des choses à faire. C'est un bon début déjà pour donc cette zone du continent africain qui, il faut le dire, a le potentiel en termes donc de consommation. C'est des pays qui aujourd'hui doivent travailler beaucoup plus sur leur modèle. Beaucoup d'études ont aujourd'hui prouvé que la CEMAC regorge d'assez de compétences en termes de transformation. Mais alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la région de ne pouvoir pas être véritablement compétitif en son sein? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un Camerounais de consommer un produit gabonais? Qu'est-ce qui empêche un Tchadien de ne pouvoir pas consommer un produit camerounais? C'est véritablement ça la question. Et pourtant, ça travaille beaucoup dans la région, et je crois que les dirigeants ont compris. Il faut aller véritablement vers ce qui convient d'appeler le nivellement des mesures tarifaires pour véritablement asseoir une politique. Alors face à ça, il faut aussi, et nous allons voir certainement cela dans le développement, il faudrait aussi que le secteur privé, parce que c'est lui qui produit de la richesse, il faudrait que le secteur privé aussi puisse prendre la balle au rebond, parce qu'il ne sert à rien de prendre ces mesures et qu'on ne retrouve pas les produits déjà de bonne qualité, à bon prix sur le marché, et qu'on continue par exemple de consommer du pain qui vient de l'Occident, que le pain qui vient de l'Occident soit moins cher que le pain qui est produit par exemple au Cameroun, pour la simple raison que le coût de revient de la production est beaucoup plus cher que le prix de cession sur les produits importés. Voilà un peu ce que déjà on peut dire à l'entame de cet élément témoin qui aujourd'hui affiche l'intention désormais des gouvernants à aller vers un commerce intra-région des meilleurs, quitter 3,5%, comme il l'a dit le président de la commission, M. Ando, vers 10%. C'est véritablement un rêve qu'il faudrait déjà commencer par encourager. Jérôme Stéphane Thora, vous avez également suivi l'élément. Votre réaction? Non, il faut dire, pour ajouter quelque chose à ce que Casimir a développé, que la zone commence par se prendre en charge elle-même. Sinon que, premièrement, depuis 2009, ils se sont déjà entendus pour pouvoir définir des perspectives. Et 2010-2025, pour que la zone devienne un espace économique puissant et émergent, en proposant des solutions non seulement pour la consommation intracommunautaire du CEMAC, mais également pour pouvoir atteindre la sous-région à travers le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest. Si, au résultat, ils ont constaté qu'il y a des manquements, c'est normal que ces gens de réunion ils puissent encore décider de comment faire pour pouvoir mettre l'accent sur la consommation intracommunautaire de cette région-là. Donc, je reprécise que c'est une bonne politique, c'est une bonne politique de vouloir maintenant choisir des produits bien agréés, plus de produits pour pouvoir nourrir les âmes de cette région-là. Alors, c'est une bonne politique, mais Casimir Pédior l'a souligné tout à l'heure, la balle est dans le camp du secteur privé qui doit prendre désormais les choses en main pour que les objectifs visés soient atteints. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les conditions sont réunies pour ce secteur privé afin de faire assez de production pour pouvoir atteindre l'objectif du renforcement du commerce intracommunautaire dans l'espace CEMAC? Oui, c'est la nébuleuse. Est-ce que les conditions sont réunies?
en dehors des tests, en dehors de la partie légale, en dehors donc de ce qu'on peut demander aux décideurs, aux politiques, qu'est la loi, la mise en œuvre donc des tests réglementaires, il y a aussi un travail de fourmi qui doit être abattu. Il y a par exemple la question de la disponibilité à bon marché de l'énergie électrique. Vous voyez par exemple un opérateur économique comme Dangote qui rêve et qui décide de mettre ses rêves en pratique, qui va au Congo ou bien qui va au Cameroun pour aller installer des usines de transformation du ciment ou bien de la purée de tomates. Mais à quoi il est confronté? À la question de l'énergie. Et aujourd'hui, non seulement son propre pays n'a pas le potentiel énergétique qu'il faut, mais aussi la région de l'Afrique donc centrale n'a pas donc ce potentiel. Et donc, je crois qu'au-delà donc de cet engagement, de cette volonté politique, nous devons pouvoir avoir un retour. Je n'ai pas envie de demander à nos dirigeants d'aller chercher les investisseurs au-delà du continent parce que, vous savez, des pays asiatiques, des pays européens sont avant tout nos concurrents directs sur ce même marché. Personne ne va vouloir développer le continent en lieu et place de nous-mêmes. Mais je crois qu'en notre sein, nous avons la force. Je crois que ces dirigeants doivent pouvoir faire confiance beaucoup plus à nos propres forces. Quand je prends par exemple la zone de la CEMA, puisque c'est de cette zone qu'il s'agit, vous avez aujourd'hui la possibilité d'aller sur le marché domestique, aller chercher le financement pour bâtir des centrales énergétiques des meilleures, utilisant certainement des ressources de fossiles ou bien carrément l'énergie renouvelable. Oui, on a le potentiel. Et vous avez aujourd'hui suffisamment de financement au niveau du marché domestique pour aller chercher. Vous avez la BADEA, la Banque africaine de développement, par exemple, qui veut bien accompagner des initiatives allant dans ce sens. On ne peut pas dire que les autorités ne travaillent pas dans ce sens. Oui, mais pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ça ne prend pas encore? Pourquoi nous n'avons pas encore, par exemple, une centrale? Il paraîtrait que l'Éthiopie est en train de travailler, c'est vrai, je vais de l'autre côté, mais est-ce que nous ne pouvons pas développer déjà ces projets au niveau de l'Éthiopie? Il paraît que le Congo a le potentiel, mais pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi on n'a pas le encore cette solution énergétique? Le Congo aujourd'hui peut fournir un potentiel qui puisse aujourd'hui fournir de l'énergie électrique à bon marché et pour tous. Alors, pourquoi on ne peut pas Est-ce que ce potentiel a été exploité? Est-ce que c'est travaillé? Est-ce que c'est disponible? C'est disponible. Il y a le fleuve Congo. Le fleuve Congo, aujourd'hui, il est là. Il coule ses eaux à chaque saison. Et parfois, même ça déborde. Et ça crée des dommages et intérêts. Pourquoi ne donc pas développer? Oui, les études sont là. Mais est-ce que nous mettons cela en exploitation? C'est le véritable problème. Pourquoi le Congo, par exemple, ne peut pas mettre la main à la pâte, appeler donc le Cameroun, inviter donc, pourquoi pas le Tchad, pour qu'ensemble on trouve le financement et développer, quitte à ce que la clé de répartition, le dividende soit désormais également mis sur la table et que chacun revienne. L'essentiel ici, c'est d'avoir l'énergie qu'il faut, produire à bon marché et pouvoir vendre à un prix compétitif, parce que j'achèterai, moi, consommateur, j'achèterai un produit qui, non seulement est de qualité, mais qui répond aussi à mes revenus. Je ne vais pas vouloir, au nom du vivre ensemble, au nom donc des produits communautaires, je ne vais pas débourser 4 fois, 5 fois plus que ce que j'ai dans le commerce ordinaire. Je veux donc parler des produits importés. Je ne vais pas le faire. Donc, véritablement, je crois que au-delà donc de la volonté légale qui a été concrétisée, je crois que les dirigeants doivent aussi penser la question de la mise à disponibilité des conditions favorables pour l'industrialisation de nos matières premières. Alors, Jérôme Stéphane Toha, Casimir Pédiora a souligné la question cruciale de la disponibilité de l'énergie électrique pour pouvoir produire, parce que c'est bien de délivrer des agréments à des produits
fabriqués dans l'espace CEMAC, mais cela ne servira à rien si les conditions ne sont pas réunies, si le climat des affaires ne permet pas d'avoir des produits compétitifs. Oui. Vous savez, et Casimir a raison. Vous savez, nos dirigeants, des fois, font des incantations et donnent l'allure de ce que maintenant, tout de suite, les choses peuvent changer. Quand je prenais la parole tout à l'heure, j'avais souligné le plan de développement que les chefs d'État, membres de la CEMAC, là, ont mis en place, ont adopté depuis octobre 2009 pour faire de la région une puissance énergétique, une puissance métallurgique et une puissance agricole, disons. Mais ils ont développé des pôles pour devenir, par exemple, une puissance énergétique. Ils avaient développé des idées de faire en sorte que le Congo, le Cameroun puissent s'associer pour mettre en place un grand barrage hydroélectrique afin de produire environ 250 000 mégawatts d'énergie électrique. Non seulement cette puissance va couvrir la zone CEMAC, mais également va déboucher sur l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, où en est-on? Rien nous profile à l'horizon. Chaque pays se contente de son petit territoire pour développer autant que se peut ce que les moyens, ce que ces moyens lui permettent de faire. Du coup, l'objectif visé de produire des biens à moindre coût n'est pas atteint. On ne peut pas concurrencer la Chine aujourd'hui, même si s'associent à la Chine. Ils prennent la Chine comme partenaire pour pouvoir développer, pour pouvoir avoir gain technologique. Ils ne peuvent pas combattre les produits chinois dans l'espace CEMAC aujourd'hui, parce que à la porte, les produits, la production locale coûte assez cher que les importations. C'est normal que l'excédent atteigne 2000 ou plus de 2000 milliards de francs CFA. De francs CFA. De déficit. Donc, l'appel que vous faites aux investisseurs privés, aux entrepreneurs privés, ces entrepreneurs ont entendu, sinon ils n'auraient pas agréé 302 produits en 2009 et en train de donner l'agrément à 304 environ de produits actuellement. Ça veut dire que dans cette difficulté, les gens essaient de mettre des moyens pour évoluer. Que les institutions, que les États alors s'entendent pour se dire, maintenant que nous voulons aller à l'inclusion et douanière, nous voulons lever des tarifications, des exonérations sur des produits donnés. Maintenant, il faut qu'on investisse dans l'énergie pour avoir de l'énergie à suffisance afin de capter peut-être les partenaires financiers, que ce soit d'un côté du Nigeria, que ce soit d'autres venant du Maroc ou de l'Égypte. Donc, la vision, elle est bonne, mais mettre ça en pratique. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. Alors, voilà. Vous avez touché la fondamentale question des infrastructures en parlant de l'énergie électrique, de l'électricité qui n'est pas forcément disponible à foison pour pouvoir produire dans cet espace des produits compétitifs, parce qu'il faut le souligner, des produits compétitifs. En touchant cette question d'infrastructure, il y a aussi la question de la route qui est là, les chemins de fer, le port et les aéroports. Il n'y a pas que l'énergie électrique, Casimir Pédio. C'est vrai, j'ai commencé par l'énergie, mais j'arriverai de façon déclenchendo, de façon donc plus vers le bas, pour dire oui, après l'énergie électrique, il y a la question du fret, le coût du transport de la matière, depuis la matière première jusqu'au produit fini. Que ce soit par les airs,
que ce soit donc par les fleuves ou bien la mer ou bien par la terre ferme, il faudrait aussi que les prix soient véritablement compétitifs. Parce que ces prix ne pourraient pas être compétitifs s'il n'y a pas de ces infrastructures. Les infrastructures existaient. Il s'agit de les moderniser. Aujourd'hui, tous ces pays dont vous avez cité ont des rails. Mais quel type de rails avons-nous? Des rails de Mathusalem. Quel type de rails nous avons? Des rails du colon. Changeons ces rails-là aujourd'hui. Amenons des trains express. J'ai envie, lorsque j'ai vu le thème, j'ai dit, mais voilà une zone qui a commencé par comprendre. Et il y a une triche à côté. Enfin, il y a une opportunité, c'est le Nigeria. La zone vise le Nigeria. Le Nigeria qui a déjà fait l'expérience du tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui ne marche pratiquement pas encore. Parce que justement, ces différents facteurs dont nous faisons cas, aujourd'hui, n'ont pas été levés au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous n'avez pas aujourd'hui un train express qui rallie Lagos à Abidjan. Ce n'est pas possible. Et donc, un produit, un ciment par exemple, qui quitte le Nigeria pour aller en Côte d'Ivoire est soumis au déshydratat, non pas de la douane, mais surtout du transport. Vous avez près d'une vingtaine de postes de contrôle. Mais ce n'est pas possible. Vous avez au-delà de ça, vous avez la question donc de la souveraineté de nos États, où l'alternance, c'est bon, on ovationne tous, mais l'alternance dans certaines régions aujourd'hui, on a compris que c'est un obstacle à notre envie de vivre en commun. Je n'ai pas envie de citer l'exemple du Nigeria et de ses voisins, où les frontières ont été fermées pour les raisons que nous savons. Et donc, aujourd'hui, si nous arrivons à régler la question de l'énergie électrique, nous allons également travailler pour réfléchir aussi sur la question donc du transport, le transport pris dans son ensemble. Quand nous aurons fini ça, nous allons également travailler pour régler aussi la question donc de la communication. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des produits de qualité et de ne pouvoir pas faire leur promotion. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte d'avoir donc des startups, d'avoir des agences de communication qui vantent les mérites de nos produits? On n'en a pas. J'ai envie de citer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit du cacao. Et grâce à ce cacao, la Côte d'Ivoire transforme et lui donne de la valeur ajoutée avec donc son chocolat. Mais aujourd'hui, quand on parle du chocolat, est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire? Parce qu'il n'y a pas une bactérie de communication autour de cette production. Nous parlons d'infrastructure. Nous parlons d'infrastructure. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que, en dehors donc de l'énergie, nous puissions aller vers un transport commun des moindres? Nous avons les infrastructures, enfin, nous avons l'eau qui relie plusieurs donc, localités, plusieurs villes et plusieurs pays. Comment faire aujourd'hui pour mettre donc des véhicules flottantes sur nos cours d'eau? Ça doit faire réfléchir. Et pour une fois encore, les opérateurs économiques sont là. Nous avons des opérateurs économiques qui peuvent donc mettre ces infrastructures à disposition. Mais est-ce que nos dirigeants pensent à ça? Donc, pendant que un groupe est en train de penser la question légale, les fiscalistes parlent donc. Nous devons pouvoir avoir aussi des groupes qui pensent à la question de l'énergie. Nous devons avoir des groupes qui pensent également la question donc des infrastructures de transport. Et pourquoi pas, nous devons penser aussi peut-être des hommes de médias qui pensent aussi à la question. Et tout ça, ça va donner une certaine coordination. Et d'ici 10 ans, lorsque nous allons nous donner le rendez-vous, on pourra faire le point pour savoir si véritablement des 3,5% de consommation, nous en sommes véritablement à la lisière des 10%. Parce que, attention, c'est pas facile de quitter 3% pour atteindre les 10%. Surtout que les conditions ne sont pas réunies. Alors, malgré l'attribution des agréments aux produits, s'il y a un manque de réseau routier, des infrastructures reliant les centres de production au pôle de distribution ou au pôle de consommation, le problème demeure. Tout à fait. Le problème va demeurer si il n'y a pas accompagnement. Et l'accompagnement dont on parle ici, c'est le développement des infrastructures, c'est le développement de la route. Nous savons que c'est une zone fortement pluvieuse et l'accessibilité aux zones
reculer n'est pas facile. N'est pas du tout. C'est pas une zone que la nature a vraiment favorisée. Même pour avoir accès aux ressources minières, il va falloir développer, investir dans les routes. Vous allez constater que cette semaine, il y a règlement d'un différend entre le Cameroun et le Congo par rapport à la délimitation de leurs frontières. On ne devrait pas, en 2020, dans cette zone-là, être encore à ce niveau. Parce que développer les infrastructures routières, ferroviaires et aériennes, disons, fluviales et les frontières maritimes, nécessite l'accompagnement de chaque État. Une mise à disposition de fonds par chaque État afin que ça soit un développement communautaire. Mais chaque pays reste enfermé jusqu'à maintenant sur lui-même, pensant développer ses infrastructures, alors qu'il manque suffisamment de moyens, même si les ressources sont là. Chaque pays développe le transport aérien, pensant que ça allait prendre, alors qu'en se mettant ensemble, les gens pouvaient trouver assez de moyens, mobiliser assez de financement pour développer les routes et le transport aérien, le transport maritime. Donc, l'accompagnement dont les investisseurs, les entrepreneurs ont besoin, c'est cet accompagnement-là. Et là aussi, ça donne possibilité encore à ces partenaires privés-là de venir investir. Parce que si le cadre est bien tracé, alors les gens peuvent mettre leurs sous pour développer les infrastructures de tous ordres, afin de faciliter également l'accès ou bien la visibilité de leurs produits dans plus les zones reculées, parce que déplacer les produits, les fabrications de la ville vers les centres de production agricole, c'est tellement difficile, c'est tellement pénible. Donc, les difficultés d'infrastructure constituent également des surcoûts au niveau de la production des biens et services dans cette zone de la CEMAC, pourvue de tout pour être locomotive dans le développement du continent. Alors, Casimir Pédior, est-ce qu'au regard de tout ceci, on peut dire que la faiblesse des échanges intra-CEMAC, intra-communautaire dans l'espace CEMAC, s'explique d'une part par la concurrence des produits en provenance des pays tiers, en provenance d'ailleurs, en provenance de l'Occident, qui ont tendance à être plus compétitifs que les produits locaux finalement, parce que avec tout ce qu'on vient de citer, électricité, énergie électrique, énergie de tous autres, routes, infrastructures, ports et tout, est-ce que cela n'est pas à la base également du niveau où se trouvent aujourd'hui ces échanges intracommunautaires au niveau de la CEMAC? Parce que en l'absence de tout ceci, les produits de l'espace, les produits qui sont fabriqués dans l'espace ne seront pas aussi compétitifs que les produits qui viennent d'ailleurs. Je prends juste un exemple pour donc illustrer ce que vous avez dit. Une mangue. Je dis la mangue. La mangue, c'est un fruit qui est produit par exemple dans un coin reculé où l'accès n'est pas du tout des plus aisés, avant que cette mangue ne quitte donc la campagne pour la ville donc de Douala. Parfois, il faut 3, 4, voire 5 jours. Avant que cette mangue ne vienne, elle est vieillissante. C'est une mangue à peau ratatiner. Au même moment, en ville, à Douala, vous avez la possibilité d'avoir du jus de mangue. Vous avez du jus de mangue à moindre coût, qui a peut-être quitté la France en 24 heures ou en je ne sais pas combien. Comment se fait-il que je peux quitter la France en 24 heures et être à Douala, alors que celui qui a quitté une campagne donc, du Cameroun, située peut-être à 135 km, ne puisse pas donc envoyer son produit? D'où la nécessité, comme il a dit M. Toha, de développer les infrastructures. Oui, les infrastructures routières.
Et quand on le dit, on dit que l'Afrique centrale, la pluviométrie est... Non, c'est une opportunité. Il y a des régions en Chine où c'est carrément des régions montagneuses et pourtant, ça circule. Le moyen, la réflexion, les difficultés que nous pose la nature devraient nous amener à trouver des solutions, non seulement pour le transport, mais aussi pour la libre circulation des produits, parce que nous avons besoin de ces produits. Nous n'allons pas demander aux populations de quitter leur localité parce que ces localités sont enclavées. C'est plutôt à nous, dirigeants, enfin, c'est aux dirigeants de trouver le mécanisme par lequel ils doivent pouvoir raccorder dans ces différentes régions. Donc, je continue par le dire, ces différents moyens, nous devons pouvoir trouver les solutions. Oui, un produit, un pain ne peut pas quitter la Chine, la veille et être déjà à Douala au plus tard à midi, alors que le blé produit donc à 135 km reste encore sur la voie et parfois même dans des conditions des plus exécrables. C'est des camions titans franchement de quelle époque je ne sais, qui transportent donc ces produits-là, et parfois avant d'arriver à destination c'est des accidents où c'est le pneu qui s'est éclaté. Véritablement, il faut penser à la question des infrastructures dans son ensemble. Lorsque nous parlons de ça, il ne s'agit pas seulement de construire les infrastructures routières, il faut aussi penser à la flotte routière, à la flotte fluviale et à la flotte maritime, et pourquoi pas à la flotte aérienne. Tout ça doit être modernisé. Nous devons pouvoir avoir ce que nous avons chez nos partenaires, chez nos concurrents. Aujourd'hui, en Chine, ça circule à grande vitesse. Aux États-Unis, ça circule à grande vitesse. Et pourquoi sur le continent, ça ne peut pas circuler à grande vitesse? Je crois que ça doit être désormais, au-delà donc de ces tests qui ont été, de cette décision politique qui voudrait donc lever les tarifs douaniers, je crois que la flotte et tout son ensemble doivent commencer par habiter nos dirigeants pour que véritablement ils nous donnent les clés de la réussite. Je dis bien les clés de la réussite. Nous avons parlé des infrastructures. Il y a quand même d'autres raisons également, parce que par ailleurs, on note, selon des témoignages, une subsistance dans les faits de barrières tarifaires, malgré qu'il y ait des produits qui étaient sélectionnés pour être exemptés de tarifs. Il y a des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges qui constituent encore aujourd'hui un obstacle au commerce intracommunautaire. Cela pose le problème de l'applicabilité des tests, qui constituent aussi des obstacles au renforcement, au développement de ce commerce intracommunautaire finalement. Ça ne peut qu'être ainsi si nous partons au lieu de partir de la population, des populations, pour pouvoir asseoir une base légale qu'on quitte l'euro pour vouloir imposer aux populations des échanges. Je vais bien m'expliquer. Vous voyez, je prends l'exemple de la zone ouest africaine. Et lorsque vous quittez, par exemple, Lomé pour passer au Bénin, il est dit avec le TEC qu'en réalité, toute une production togolaise ne doit pas subir des droits à la porte. Le TEC, le tarif extérieur commun, ne doit pas subir de droits à la porte. Donc, entrer librement sur le territoire béninois. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dès que vous laissez les douaniers, que vous rentrez, vous verrez toujours des policiers qui vont toujours vous dire « Bon, je veux vérifier, je veux contrôler. » Il veut contrôler quoi? Il veut rien contrôler. Il veut vous prendre un peu de sous. Maintenant, l'autre aspect, c'est que la production du Togo, peut-être qu'il y a une structure au Bénin ici qui fait la même production. Alors, quitter le Lomé pour venir faire concurrence à la structure béninoise qui produit le même bien, c'est un peu difficile. Donc, l'État béninois ne voudra pas que la structure béninoise ferme, va devoir protéger, mais ne va pas protéger de façon aussi visuelle, aussi visible que tout le monde va le voir. Donc, il y a à dire, mettez
ces produits-là hors de notre territoire pour laisser la main à la production locale de pouvoir se développer. Donc, ce sont des faits non légaux, non explicites, mais qui constituent de véritables freins à la circulation, à la libre circulation de la production dans cette zone et ces marques-là. Je voudrais aussi dire, l'inclusion telle qu'ils sont en train de faire actuellement n'est qu'une inclusion partielle, parce que ça ne touche que quelques produits, ça ne touche pas toutes les productions de ces pays de la zone CEMAC. Donc on sélectionne, c'est pour ça qu'il parle de tarifs préférentiels généralisés. Ou bien, ça veut dire qu'ils choisissent seulement quelques produits pour les exonérer des droits à la porte. Ça veut dire que tout autre produit n'ayant pas reçu l'aval ou l'agrément ne circulerait pas librement dans la zone. Donc, cette loi, en voulant booster la consommation intracommunautaire, constitue également un frein pour les autres produits, peut-être de grande consommation, mais qui du coup... Ce n'est qu'un début, il faut y aller progressivement. Non, mais c'est depuis 2009. On est parti de 322 produits, on en sélectionne encore près de 300 et ils veulent atteindre 1000 produits à la fin d'année 2000. Ils veulent être une puissance économique, une triple puissance économique, énergétique et agricole. Donc, en réalité, il devait avoir une inclusion totale par rapport à la production dans ces zones-là. Et il faudrait que les gens se mettent l'accent sur la production le plus rentable possible par rapport à des zones. Si une zone va produire le pain à 1 franc et que l'autre va le produire à 10 francs, il vaut mieux laisser l'avantage au pays qui a cet avantage certain de la production pour pouvoir consommer, pour pouvoir faire nourrir toute la zone de sa production-là. On y reviendra. Il y a également l'aspect au niveau de l'élevage. Au niveau de l'élevage, qu'il faut ressortir. Vous savez, dans la zone, sur les 2000 milliards de déficit, il y a 400 millions qui concernent l'élevage des bovins, la circulation de la viande dans la zone. Alors que le Tchad est là. Les gens préfèrent aller importer du Brésil que d'aller au Tchad à côté chercher les animaux. Donc, nous ne sommes pas toujours encore trop près dans la pratique pour aller à l'inclusion, pour pouvoir faire booster à l'intégration en général. Alors, Casimir Pédior, les tarifs douaniers et les barrières tarifaires et non tarifaires qui continuent toujours d'être des obstacles dans les faits. Parce que quand ces organisations s'asseyent, ils disent des tarifs extérieurs communs, les produits seront exemptés de taxes, de tarifs douaniers et consorts. Mais dans les faits, et selon des témoignages, il y a toujours de ces problèmes aussi qui constituent des obstacles au développement du commerce intracommunautaire. Bien sûr, Crépi, et comme M. Toha, j'ai bien envie de citer le contre-exemple, enfin l'exemple, le mauvais exemple que le tarif extérieur commun de la CEDEAO est en train de donner par ces temps. Vous avez un pays comme le Nigeria qui accepte aller au TEC CEDEAO, mais en fixant une 6e bande. Et sur cette 6e bande, le Nigeria impose 3500 produits que lui décide de protéger, qui font partie donc de sa production. Il protège donc ses opérateurs économiques. Et cette protection a pour nom la NAFDAC. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la NAFDAC, quand vous êtes opérateur économique, vous ne pouvez pas aller sur le marché nigérien. Et pourtant, c'est un marché qui a été accepté par tous, un marché de 200 millions de personnes. Où est-ce que vous voulez en venir ? C'est pour dire que
il faut que chacun laisse son orgueil, sa souveraineté de côté et qu'il accepte l'autre avec sa petitesse, mais aussi avec sa grande richesse. Parce que un produit moins cher, produit au Bénin, ne peut pas aller au Nigeria. Quand vous êtes dans l'agroalimentaire, par exemple, vous ne pouvez pas aller vendre ça au Nigeria. Je ne souhaiterais pas que, de cet exemple, la CEMAC ne puisse pas tirer des avantages et que le Tchad refuse au Cameroun de venir commercialiser des produits sous simple prétexte que nous avons notre souveraineté. Il a dit, j'ai envie de citer aujourd'hui la question donc de la transhumance où éleveurs et agriculteurs se charcutent et chaque État est en train de prendre des mesures pour donc interdire la présence de telles communautés sur son sol. C'est des mesures que nous ne devons pas, c'est des dispositions auxquelles nous ne devons pas assister. Il y a donc cette notion de souveraineté, cette notion de je suis moi-même, je peux faire ce que je veux. Ok, on accepte les accords, mais je garde. Non, on ne doit pas assister à ça. Et que le Cameroun ne se montre pas comme le plus géant de l'Afrique centrale, au détriment peut-être du Tchad, un pays enclavé. Vous voulez dire qu'il se pose un problème de leadership aussi, de leadership, qui part de la politique, et comme il a dit, qui part donc du leader politique aux populations. Alors que ce dont on est en train de parler ici, part de la population vers l'État. C'est les populations qui commercialisent, c'est la population, c'est les opérateurs économiques qui font la production de la richesse et l'État en profite. L'État tire donc le profit, les tasses, les subventions, tout ce que vous voulez, donc de cette production-là. Ça devrait être ça. Donc permettre aujourd'hui que les populations puissent avoir cette inclusion, puissent donc que l'État lève les tarifs pour que véritablement on puisse avoir des zones de production, mais aussi de commercialisation. Que la Chine, moi je n'ai jamais vu le président chinois venir au Cameroun pour demander donc aux Camerounais de consommer un produit made in China. Mais c'est consommé juste dans les contrées les plus reculées du Cameroun. Et pourquoi alors le président tchadien doit pouvoir donc appeler d'abord son frère pour donc demander l'autorisation pour qu'un opérateur économique puisse aller commercialiser. Alors, donc, on doit réfléchir à quel mécanisme adapter pour que véritablement, au-delà de la douane, qu'on puisse également lever les verrous donc, de ces mesures tarifaires pour que nous soyons désormais une communauté. Alors, ensemble. s'il y a aussi de ces problèmes qui subsistent, est-ce que ce n'est pas parce que les économies ne sont pas diversifier, la non-diversification des économies. Tous les pays produisent la même chose. Nous sommes dans la même zone. Tu produis, je produis la même chose. Est-ce que ce ne serait pas difficile de booster les échanges intracommunautaires dans ces conditions? J'ai envie de prendre pour vous dire... Très rapidement, parce que nous sommes presque à la fin. Vous avez ce qu'on appelle, chez ceux qui sont développés, le modèle que nous suivons. Vous avez par exemple un pays comme la France qui produit des marques de voitures X. Vous voyez ces mêmes marques-là produites en Chine, en Belgique, en Allemagne. Mais on n'a jamais ces problèmes-là. Pourquoi les autres ont réussi et nous, on ne peut pas copier? Ce n'est pas parce que nous produisons les mêmes choses que nous ne pourrons pas consommer nos produits. Ça, c'est laissé au consommateur final. C'est le consommateur final qui pense qu'il veut les voitures qui viennent de la Chine. Si je les préfère, peut-être que vous préférez les voitures qui viennent de l'Allemagne. Ça doit être ça, normalement. Merci, Kazmi Pédior, d'être venu sur ce plateau. Stéphane Tora, merci à vous d'être passé avec toutes ces explications. Stéphane Tora, je rappelle que vous êtes analyste financier, spécialiste en finance et contrôle de gestion. Kazmi Pédior, journaliste et directeur de publication du quotidien
quotidien béninois d'information et d'analyse économique, nouvelle économique qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé avec toutes ces explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.